Les Instigateurs, podcast numéro 58. Aujourd'hui, on vous parle de l'addiction des entrepreneurs. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Salut, buddy. Hello. En forme? Ben oui, écoute, je suis en train de choper pour une île au Groenland. Par de ça va bien. Je te donne 6 piastres. Ah, enfin, un petit peu mieux, on aura peut-être une deal. C'est comique, man. Comment est-ce qu'on est venu à parler d'une île sur le Groenland? On a eu une discussion hier sur Facebook. Sur le fait que je ne croyais plus à la démocratie en soi, puis qu'on voulait devenir souverain. C'est ça. Puis, comment j'allais dire, un Democratic Kingdom, une royauté démocratique. On verra, par exemple, sur le branding puis sur le nom, là, le Lausier Settlement, ça clique pas, ça roule pas en bouche. Ouais, mais non, mais ça, c'est une joke, c'est une inside joke ici, parce qu'on reste, hold on, en banlieue de Tracadie, à Lausier Settlement, on dit pas Lausier Settlement à Tracadie, on dit Lausier Settlement. Juste pour ça, vous êtes tous renvoyés. Lausier Settlement. Puis, comment je peux dire, on a une joke, on dit qu'on reste au duché de Lausier Settlement. Tu vois, ça coule déjà mieux. J'en jette un petit peu plus. OK, ouais, c'est ça. Et puis, c'était la joke, parce que quand on a construit notre maison à Lausier Settlement, puis on avait c'est un nouveau quartier, puis c'était comme, il y a toute une gang de personnes qui bâtissaient comme des assez grosses maisons, fait qu'on appelait ça le duché de Lausier Settlement. Canaille, mon boss terrier, s'était proclamé duc, héritier du trône de Lausier Settlement. Donc, c'est devenu une joke. Mais pour vrai, en tout cas, même si c'est une joke puis c'est pas endossé par la ville, je trouverais ça quand même complètement sick que vous fassiez faire une pancarte. Parce que, je sais pas, je suis jamais allé chez vous, mais j'imagine ça comme un grand rond-point de personnes où ça va bien, là. Fait que juste comme sur le coin à l'entrée du quartier, un grand billboard, là. Que vous autres, vous ownez le fait que c'est le duché de Lausier, là. C'est ça. Et, le forcé de soi que la ville n'a pas le choix de reconnaître. Louis Moret est comment ça va, Louis? Ministre des l'environnement, pas le choix. Des pelouses et des espaces verts. On va dire des pelouses et des espaces très verts. Ah non, ça, écoute, on a eu la première neige, mais son gazon est encore pristine, absolument vert. C'est une beauté. By the way, j'aime ça, le fait que tu suis la page Facebook de Dad. Est-ce que tu serais en train d'essayer de mettre de la compétition en augmentant ton stock de dad jokes? Il n'y a absolument aucune chance. Ne stresse pas avec ça. Ça fait longtemps que je check ça juste à cause de Bad Dad, puis ça me faisait rire. Mais non. Bad Dad est hilarious, man. Ouais, sauf que tu sais, c'est un bel exemple de mal planifier son modèle d'affaires parce que quand ton produit, c'est tes enfants niaiseux, puis que tu considères pas le fait de, à un moment donné, genre, ils vont grandir puis ils vont être moins niaiseux, là. What's next? À cette heure, il n'y a pas de longévité à son projet, là. Non, mais c'est du basic, comme je pourrais dire ça. C'est de l'entertainment. Comme quand t'es de l'entertainment, t'sais, ensuite, ça dépend où tu amènes ton modèle. Si tu refais juste la même chose, il y a un moment donné où tu comme... j'aurais été très fan qu'ils fassent toujours la même chose. Moi, pour vrai, genre Bad Dad, j'aurais trippé que ses enfants il est rendu, OK, ça fait longtemps. Moi, là, j'ai comme watché une couple de vidéos de Bad Dad quand il était comme viral, mais après, j'ai pas suivi où ce qui est rendu, qu'est-ce qu'il fait. Ouais, c'est juste, c'est du repost de memes puis d'affaires. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur à ce qu'il fait maintenant. Il a arrêté la content creation? Ouais, ben en tout cas, j'en vois plus passer, là. Ben puis Ariana ne participent plus à ces niaiseries tant que ça. Ils ont passé l'âge, ils sont comme... Ouais. Puis Jen a Jen a squat encore. Elle est encore là. Bon.
C'est trop... Ben non, mais c'est ça, tu sais. Hey, on parle de Epic Mealtime. Ils font-tu du stuff à ce temps? Epic Mealtime, non, c'est mort. T'as Harley qui est un producer pour quand même plusieurs YouTubers célèbres. Fait qu'il fait encore de la... En tout cas, la dernière fois que j'ai entendu parler, il fait encore de la très belle argent dans le behind the scene à aider les nouveaux content creators. OK, ça, il est dans le behind the scenes à cette heure-là. C'est pas mal le seul gars, peut-être, ben je ne sais pas, peut-être les autres, là, mais comme il a su tourner ça, si tu veux, à son avantage aussi. Là. Epic Mealtime, c'était une couple d'années de comme. C'était Ouais, mais tu sais, mental. des produits dérivés, non, il a viré pas mal d'affaires. Il leur virait en business. Ouais, ouais, Ce que ouais, ouais. plusieurs entertainers et influenceurs ne font pas. C'était vraiment bon. Et puis c'était tellement. Puis c'était drôle. Là. C'était comme. Des gars de Montréal, by the way. Mm-hmm. Des gars de West Island, je crois. Fort probable. Ouais. Puis, ouais, non, c'était bon. On va parler d'addiction, mon chum. On a déjà parlé de santé mentale et ça, mais j'aimerais porter peut-être le côté un petit peu plus addictif qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Moi, ça m'est venu comme la semaine passée, je parlais avec un de mes amis, Big Up à Rock Chiasson, qui a une grosse firme qui s'appelle Cube Automation, dans le fond, sont les leaders au niveau de l'automatisation des usines alimentaires au Canada Atlantique. Le gars, c'est un high-level dude, puis honnêtement, c'est comme, tu jases avec le gars, c'est un high-level dude, là, c'est une de mes personnes favorites par ici. Et je dis, ouais, comment ça va? Il dit, man, il dit, on est vraiment busy, c'est en site et ça n'a plus de bon sens. Je dis, ouais, moi pareil, je dis, comme on est vraiment, vraiment occupé. Mais je dis comme, tu sais, des fois, je me pose la question, tu sais, la façon dont on travaille, la workload qu'on a, tu sais, qui devient normale, je dis, c'est-tu comme, où ça se situe par rapport à une personne normale? Et je dis, en es-tu comme dans la moyenne? C'est-tu ça la réalité? Ou je dis qu'on est-tu vraiment pas normal? Il dit, non, man, on est fucké. So, je dis, comme ça m'a ramené au fait de penser que c'est vrai qu'on est fucké. En tant qu'entrepreneur, souvent, on a des traits qui sont pas nécessairement qui sont un peu hors normes en certaines façons. Puis je vois certains traits qui sont assez comme excessifs ou des traits qui sont assez comme pas extrêmes, mais ouais, assez extrêmes. Puis je me dis, man, ça vient d'où ces choses-là? Ça vient d'où le côté comme addict d'une certaine façon? Je parle pas d'addict, drug addict, mais de côté comme assez excessif. Mm-hmm. Toi, je sais que t'es un gars comme, t'es un gars passionné, t'es un gars comme... Je suis intense. Au dire de mon entourage, je suis intense est le mot qui revient le plus souvent. Ouais, mais intense, hein, parce que, tu sais, des fois, t'as des personnes qui sont intenses, c'est comme pas intense... Tu sais, c'est intense négatif, là, c'est intense talent, là. Ah, ben, je joue sur la ligne, puis j'en suis conscient très souvent, là. Je suis vraiment pas la personne la plus facile à vivre, là. Parce que justement, c'est pas rare que je vais partir sur des. Tu sais, genre, honnêtement, je ne comprends pas comment Marie-Ève fait pour m'endurer après autant d'années, là. Dès que je développe un intérêt réel sur quelque chose, je vais en faire une obsession. Je vais, en très peu de temps, investir des milliers de dollars pour le maîtriser. Mal fait comme que je suis, je vais essayer de revirer ça en quelque chose qui se repaye tout seul, puis me refaire sur mon argent. Ça en devient un side hustle, ça en devient une business. Le pattern, je veux dire, c'est du rinse-repeat à plusieurs reprises. Là. La vidéo, la photo, le barbecue, là, name it. Là. Fait mais en même temps, je veux dire, moi, c'est ce qui me drive. On est, en tant qu'entrepreneur, on est une bébête particulière. Je pense qu'on fait juste maximiser des mauvais, des patterns toxiques là, je veux pas faire d'isolation ou de segmentation négative, là, mais je vais utiliser le terme civil pour mon exemple. Mais tous les traits qui font qu'une personne performe bien en entrepreneuriat sont souvent les mêmes traits qu'un civil qui ne sait pas bien les gérer va être vu comme toxique et ou va être misérable. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein, t'as raison, parce que cette personne-là n'a pas nécessairement su harnesser, comment je pourrais ça, il n'y a pas de, there's nothing to show, d'une certaine façon. Quand t'es entrepreneur, puis comme tu vas monter quelque chose, puis parce que t'es obsessed par rapport à cette chose-là, puis t'arrives à trouver le bon angle, la bonne clientèle, puis t'en fais
t'en fais une business lucrative, on va te célébrer pour ces choses-là, versus la personne qui a ces traits de personnalité-là dans le civil, on va dire, ne va pas être glorifiée de la même façon, alors que techniquement, on a les mêmes types de... C'est les mêmes patterns psychologiques. Quelqu'un qui est un overthinker, un suranalyste, en affaires va être un excellent stratège. Un civil va être une personne sur la dépression. Une personne qui est narcissique en business va être un excellent vendeur et quelqu'un de... Oui, est-ce que tu m'entends? Ouais, là, je t'entends, hein, je sais pas si on va l'entendre dans l'audio, là, mais ça a comme jumpé, là. Je l'ai pas entendu dans les 5 dernières secondes. Ah, pour vrai? OK, bon, si je reprends, à fond, un overthinker en affaires est destiné à devenir un excellent stratège en business. Par contre, au niveau du civil, c'est une personne qui va être continuellement en dépression parce qu'il ne saura pas comment gérer ce comportement-là. Quelqu'un qui est narcissique en affaires va être perçu comme charismatique très souvent et fort probablement un excellent vendeur et une excellente mascotte pour son entreprise. Quelqu'un narcissique dans la vie, tu veux le pousser d'une souffleuse à neige. Ouais, mais ça dépend si c'est un narcissique. Parce que moi, je le vois d'une certaine façon où j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs ont, mais surtout ceux qu'on voit, ont tous un côté narcissique d'une certaine façon, mais pas nécessairement un narcissisme toxique. Tu sais, des fois, je me regarde puis je suis comme, OK, tu sais, je fais de la conférence puis j'aime ça. Puis je me dis, c'est-tu narcissique, tu sais? Le côté que j'aime ça, c'est quoi? Le fait d'avoir des personnes qui m'écoutent quand je parle, tu sais? C'est quoi comme le véhicule de ces choses? Puis je me vois pas comme une personne narcissiste toxique, tu sais? Je pense que je care puis je comprends. Mais on a tous, j'ai l'impression, peut-être un de ces côtés-là, que ça dépend comment est-ce qu'on le gère d'une certaine façon. Un narcissiste toxique qui le fait par un processus, tu sais, comme qui utilise ça de façon malsaine parce qu'elle ne sait pas harnesser de cette façon-là, c'est là que ça devient, c'est ça, ça doit devenir toxique, tu sais. Fait qu'est-ce qu'on a peut-être la capacité en tant qu'entrepreneur de maximiser ces traits potentiellement toxiques-là puis de les tourner en tant qu'avantage, peut-être? T'sais. Moi, c'est pas un peut-être, c'est définitivement, là. Tu sais, mettons, quelqu'un de... Je pense qu'on est tous, autant entrepreneurs que civils, peu importe, on a tous un certain niveau de narcissisme. Je pense que ce qui fait la différence, c'est si ce narcissisme-là est alimenté par un besoin de compensation, ce qui est souvent le côté toxique, donc quelqu'un qui est narcissique pour se show off, pour compenser sur des insécurités, pour le côté vaniteux. Je pense qu'en entrepreneuriat, le côté narcissique est important, je veux dire comme ça, parce qu'au final, tu es en business parce que tu veux avoir un impact, tu veux être capable d'influencer des gens. Donc, quelqu'un qui n'a pas cet élément-là va très souvent être un entrepreneur mou. Je veux dire, comme ça. Il va avoir besoin de quelqu'un de narcissique pour compenser. Le narcissisme en affaires, c'est un requis. Jusqu'à un certain niveau. Il ne faut pas que ça devienne excessif parce que là, c'est pas mieux. Mais c'est ce qui fait que tu es capable d'aller sur la place publique, aller défendre ton produit, aller en parler, aller le faire rayonner. Ce narcissisme-là, ça prend une mascotte. Ça prend un champion de ton produit, de ton brand, de ton histoire. Fait que ça, j'ai pas de problème à le voir, pas du tout, là. Oh oui, non, c'est ça, parce que souvent, on va cornerer peut-être ce côté-là de négatif, alors que ça peut être un super power si harnessé de la bonne façon. Tu sais, je le vois comme mon ami Dan Martell dit souvent la même chose. Lui, il est hardcore ADHD, puis il dit comme j'ai réussi à tourner ce qui est possiblement un gros handicap en un super pouvoir, tu sais, parce qu'il a su harnesser son côté ADHD pour devenir un businessman comme absolument comme tu sais impressionnant, mais puis ceci dit, comme tu rencontres Dan, je l'aime, mais tu passes du temps avec Dan comme en civil. C'est un gars qui est, comme tu as dit, intense. Je serais pas capable. Pour vrai, Dan, ça fait plusieurs... Il a l'air d'une personne excellente, puis je t'en ai même posé des questions sur lui à quelques reprises parce que c'est quelqu'un d'intérêt. Moi, il me fascine. Mais la raison que je suis capable de dire qu'il n'y aura jamais une scène de ma part, c'est que il me fait presque peur. Triste, qui a l'air over the top, intense, puis non, c'est ça. Mais c'est lui, comme il est comme ça à cause de son ADHD, il a toujours été, mais c'est un cas peut-être un peu plus extrême, mais il est comme ça. Mais c'est pour ça que ça marche aussi. Et puis honnêtement, puis c'est pas un gars qui est comme, comment je fais ça, comme
Il n'a pas l'air zéro. vaniteux, il n'a pas l'air mal Non, intentionné. il n'est pas toxique ou rien, là. C'est ça que je veux dire, là. C'est comme, c'est une personne comme qui fait des grandes choses, mais il a su harnesser, mon point avec ça, c'est qu'il a su harnesser ce superpower pour devenir une powerhouse, là. Oui, absolument. C'est une jeune légende dans le milieu de la SaaS, là, tu sais. Mm-hmm. Donc, mais je pense que tous nos comportements toxiques en entrepreneuriat, ben en fait, comme tu dis, qu'on reprend, nourrissent toutes un certain degré d'addiction pour ce qui, à mon sens, est la pire des addictions. Puis c'est une addiction que j'ai eue, pas juste dans l'entrepreneuriat personnellement, mais comme à plusieurs niveaux. L'addiction à l'adrénaline, pure et dure, là. Il n'y a aucune autre raison qui justifie qu'on se met autant dans des situations dangereuses et stressantes, si ce n'est que pour le rush d'adrénaline que ça amène. De notre côté, c'est cave, mais à titre d'entrepreneur, on nourrit notre addiction en défiant ce qui est possible, en exposant l'invisible. C'est la beauté d'être un entrepreneur, c'est de jouer tout le temps sur les lignes du socialement acceptable, socialement perçu comme impossible, de franchir la ligne qu'on dit qui n'est pas franchissable ou qu'on ne devrait pas franchir. C'est ça, la beauté, à mon sens pur, de l'entrepreneuriat. Mais au final, tout ce qu'on fait, c'est pour nourrir ce besoin d'adrénaline-là. À mon sens, moi, l'entrepreneuriat à date est dans toutes les... Je veux dire, j'ai vécu plusieurs vies dans le court temps que j'étais sur cette grande boule. Puis à date, c'est le moins toxique des véhicules d'adrénaline que j'ai eu. Lequel c'est wild, là. De quel tu veux dire? L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en tant que tel. Ouais, mais je pense que c'est ça. C'est peut-être pas nécessairement une question d'adrénaline, c'est peut-être une question de rechercher, pas, je dirais, l'insécurité, mais de rechercher le non connu, de rechercher le côté de ne pas être trop nécessairement confortable. Tu sais, toujours d'être sur un edge d'une certaine façon. Je le vois peut-être pas du côté d'adrénaline, mais je le vois d'un côté comme, c'est le fun d'être, moi j'aime ça, être dans une situation où j'aime être confortable, mais en business, d'être challengé pour sortir de cette zone-là, tu sais, d'une question de croissance peut-être, je ne sais pas, mais le fait de me mettre volontairement dans des situations qui sont, tu sais, qui sont... Les odds ne sont pas de ton bord, là. Ouais, c'est ça. Ah, dude, d'être l'underdog, je trouve que c'est une des meilleures positions à être. J'adore être dans une... Je sais pas pour toi, là. J'adore être dans une position d'underdog. Oui, absolument. Tell me it can be done. Comme, traite-moi d'innocent, traite-moi de fou. Ça va me fueler, man. Comme, d'être l'underdog, je trouve que c'est une super bonne face. Moi, j'adore, en tout cas. Il y en a qui n'aiment pas parce que c'est comme, tu sais, voir que c'est trop d'insécurité, etc. Mais moi, ça me fuel. Ça me fire up. Oui, mais c'est ça, je dis. Moi, en tout cas, puis peut-être que c'est propre à moi, là, c'est ce sentiment d'underdog-là, de chip on my shoulder, de devoir prouver ou défier. Je suis vraiment pas bon avec l'autorité. Fait que moi, la simple notion de genre, ouais, ça se fait pas ou ça devrait pas être fait ou tu peux pas le faire, même si personne me le dit, si c'est juste genre une vérité silencieuse, un fait accompli de tous. Moi, ça, je vois ça comme l'autorité, puis je suis comme, OK, bon, oui, je vais me mettre la main sur le poêle, même si tu m'as dit que c'est chaud, mais ce build-up-là, c'est une question d'anticipation, là. Tu vois la ligne qu'il ne faut pas que tu franchis, tu t'approches, et plus que tu t'approches, plus que ce sentiment de stress, puis cette boule dans le ventre-là se bâtit, puis quand tu as franchi, c'est ça, moi, c'est là que genre, comme le relief que ça me donne. Peut-être que c'est pas d'adrénaline, peu importe. C'est juste le même maudit relief qui faisait que je sautais de des échelles à la lutte, puis que toutes les niaiseries que j'ai pu faire dans la vie, c'est le même maudit pattern. Mais maudit que ça feel good. C'est toxique, hein? Je veux dire, j'en parle, puis je le sais, je m'entends, je le sais que présentement, j'ai des émotions. Je sais que je suis passionné, mais en même temps, c'est ce maudit feeling-là qui fait que je me relève. Ouais. Ben, j'ai l'impression que souvent, puis souvent dans les entrepreneurs, comme, tu sais, j'aime pas dire le mot vrai entrepreneur, mais des entrepreneurs peut-être de long terme, c'est que j'ai l'impression qu'on a su dealer avec notre shit early on, d'une certaine façon. Il y a peut-être quelque chose, tu sais, pour toi, moi, je vais te dire d'un côté personnel, c'était le bodybuilding qui a été mon catalyseur, tu sais. J'aurais été comme, honnêtement, là, je sais pas si j'étais pas passé par ces étapes-là, de canaliser mon obsession, tu sais,
je suis devenu totalement obsessed par le bodybuilding. Mais pourquoi? Parce que ça compensait pour un manque de confiance. Ça compensait pour, tu sais, quelque chose d'un manque peut-être de validation. Je sais pas exactement, comme j'ai pas pinpointé, tu sais, la chose ou, tu sais, la daddy issue, là, qui aurait pu être la cause de tout ça. Mais ça aurait pu, j'ai compensé pour quelque chose. Mhm. Mais tu arrives à un moment donné qui est un moment pivotal où il faut se rendre compte que soit je tombe dans l'excès malsain ou soit Tu j'utilise et l'embraces. tu l'embraces et puis tu l'utilises pour quelque chose de plus, tu sais, productif, quelque chose de plus, tu sais, tu vas l'amener à ce skill-là tu sais, à autre chose. Puis, tu sais, moi, je l'étais arrivé, moi, à un moment donné dans ma carrière, entre parenthèses, hein, mais c'est comme ma, mon parcours de bodybuilding où si je voulais aller au next level, ben les choses qu'il fallait que je fasse, je pense pas que j'étais prêt à les faire. T'sais. Et puis, honnêtement, j'étais comme fuck, man, là, c'est rendu toxique. C'est là que tu rentres dans l'environnement toxique. Comme non, guess what? Puis là, j'ai été chanceux de découvrir comme tout un côté business, le business du fitness, dans le fond. Tu sais, j'ai rencontré Lee Hayward. Il m'a montré vraiment, tu sais, qu'il m'a ouvert la porte au direct response marketing, au online marketing. Puis là, j'ai passé cette obsession de bodybuilding-là, de fitness, à une obsession de business. Ça a été un catalyste sur ton besoin. Oui, 100%, mais ensuite, je l'ai ramené à ça. Tu sais. Mais il y a toujours le côté de retrouver ce côté d'addiction-là, ce côté comme vers quoi je vais devenir comme passionné, tu sais. Puis j'ai l'impression que les moments plus down dans ma carrière d'entrepreneur, c'était les moments où j'ai pas eu cette obsession-là ou cette, tu sais, je l'ai vu avec Bioptimizers, par exemple, où on avait une business qui rockait, mais Matt et Wade, mes partners, étaient complètement obsédés par le côté la supplémentation, l'optimisation, etc. Eux autres, c'était là, puis ça l'est encore, c'est leur domaine. Moi, moins. Fait que j'ai pas réussi à transposer, si tu veux, une passion égale dans la business. Puis c'est ça qui a motivé mes décisions de vente, tu sais. Donc, c'est de ramener ce côté addiction, mais de le canaliser de la bonne façon. Mais de trouver toujours, des fois, on va chercher un petit peu trop. Mon point, c'est qu'on va chercher peut-être un petit peu trop à se. Tu sais, oui, on va se mettre dans des situations, mais faire attention des situations dans lesquelles on va se mettre. Tu sais. Ben, oui, ça prend toujours un certain. Ça, c'est une question. Ce que tu viens de dire est purement relié au mindset. Là. Ça prend un certain niveau de conscience du risque, je vais le dire comme ça. Mais je sais pas, je suis on the fence sur ton statement. Évidemment, quelque chose que tu sais qu'il y a 0% de chance, tu iras pas dedans. Ouais. Mais du moment que, en tout cas, là, moi, je sais que je suis de même. Si dans ma tête, il y a 2% de chance, moi y aller all-in. C'est ma responsabilité, j'ai le contrôle majoritaire, pas absolu. Mais le 2%, genre, je suis capable de faire des actions qui vont m'amener crissement plus proche de ce 2%-là que le restant du 98%. Puis le besoin d'obsession, tu sais, je veux dire, c'est le terme que je te gosse hostie, depuis des semaines dans ma longue réflexion de crise de quarantaine, de genre, j'ai besoin d'une nouvelle obsession. Parce qu'en effet, Didac, j'ai du plaisir, je me vois là long terme, mais c'est un véhicule parmi plusieurs autres véhicules et projets que j'ai. Mais la portion, le feu, la portion, tu sais, on n'est plus un underdog. Puis je pense que, tu sais, je veux dire, je sais que c'est une des parties de mon problème, c'est que ça va bien. Puis c'est ça qui fait que, sans dire que j'ai plus le feu, je veux le meilleur de ma business, je vais me donner corps et âme, mais j'ai besoin d'avoir un feu continuellement dans moi. Puis là, je sais que je suis en mode, justement, what's next, c'est quoi la prochaine obsession. Ce ne sera pas nécessairement le move le plus intelligent. Ça risque d'être un move risqué, soit stratégiquement, financièrement, peu importe. Mais ça, genre, je le crave à la limite, ce risque-là. Là. Ah oui, parce que tu sais que tu te mets comme pas back against the wall, mais tu te mets dans une situation où comme C'est can't fail. Faut que j'avance. J'adore les situations can't fail. C'est explorer l'instinct de survie du cerveau, c'est une expérience qui est incroyable. Ouais. Mais pour ça, pour être capable d'aller taper in cet instinct de survie-là, faut que tu ailles la chienne pour vrai. Là. C'est pas genre, je vais me mettre dans une eau à 60 degrés, ça va être froid un peu. Je suis comme, non, Chris, genre, poke a hole dans 3 pieds de glace, tombe dedans, puis là, on s'en reparlera, genre. Pas des demi-risques, là. Qu'est-ce qui a été pour toi, comme genre,
comme le point tournant qui t'a fait réaliser que, wow, OK, je suis prône à, comme, j'ai une personnalité de même, j'ai une personnalité edgy, j'ai une personnalité addictive, mais où tu as compris le pattern, puis tu as compris que, OK, voici comment est-ce que je peux le catalyser. Là, moi, ça a été, comme je te dis, mon tournant de fitness à business, mais qu'est-ce qui a été, toi, ton catalyste? OK, on va aller, je dirais pas carte sur table complète, mais on va faire une petite leçon d'histoire, une petite leçon d'historique. Moi, je sais que je suis une personne intense et prône aux addictions depuis, je sais même pas si j'avais 10 ans. OK? Je viens d'un milieu qui défavorisé, alcoolisme, violence. Quand on me parle de. Tu sais, moi, le speech, je suis dans une position de. Comment ils disent ça, le monde déjà, Steve, de privilège, là. Et ça me lève le poil sur le dos parce que Chris, que le monde dit ça sans savoir à qui il parle puis le contexte en arrière. Fait que, tu sais, j'ai grandi dans des environnements d'excès et d'addiction. Fait que je les ai ramassés de bonne heure. Que ce soit drogue, alcool, il y a des affaires shady que j'ai faites. Ça, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai dit régulièrement sur la place publique. Puis même s'il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas se l'avouer, un bon entrepreneur ferait un excellent criminel. Je pense qu'il y a énormément de points de contact et de similitudes. C'est juste que nous, on décide que justement nos capacités à dépasser la ligne, flouer la ligne et faire des choses dans l'invisible du civil. On le fait pour des bonnes choses, mais d'un matin, un entrepreneur à succès décide que son produit, c'est quelque chose d'illégal. Il pourrait s'arranger pour que ça marche en calvaire. Fait que j'étais régulièrement exposé à ça. Puis ça a été juste une succession très rapide après ça de quel est mon fixe, je vais le dire comme ça. Fait que alcool et drogue a commencé beaucoup trop de bonheur que ça aurait dû. J'ai transféré ça dans l'addiction à la douleur. De là, dans le fond, puis là, je sais pas, c'était pas de l'automutilation ni rien, mais la lutte est venue par ça. Puis tu sais, je veux dire, j'ai fait 6 ans de temps de la lutte. Dans mon pic, quand je faisais la lutte, je pesais 155 livres. Là. Fait que clairement, je n'étais pas le gros monsieur, quoi que ce soit. Fallait que je me démarque. Fait que moi, c'était sauter dans du barbelé, sauter dans comme de l'ultra-violence. Ouais. Mais le sentiment que ça m'amenait, puis c'était justement mon référent est toujours le même. Quand que je m'embarque dans un projet entrepreneurial, ça m'amène le même sentiment que quand je suis en haut d'une échelle puis que je sais que je m'en vais tomber dans des néons. Cette anticipation-là de voici le vide que j'accepte, puis advienne que pourra, moi, ça me nourrit. À ce stade, j'essaie de le faire pour que ce soit le moins destructif de ma propre personne physique. Mais tout est une question toujours de trouver le meilleur catalyste pour ce besoin-là. Puis c'est un besoin qui est très primal, qui est très... Je pense pas que ça se contrôle. Je pense que c'est le côté, à la limite, plus animal de l'humain qui fait qu'on a besoin de combler ça. Mais c'est ça. Fait que je te dirais que depuis que j'ai 10-11 ans, c'est juste une quête éternelle de quel est le meilleur catalyste pour remplir ce besoin primal-là. Puis plus que je suis vieilli, plus que je commence à comprendre que je peux pas prendre des gros bumps physiques de même pendant 40 ans, sinon je me rendrai pas à 40 ans. Fait qu'il faut que je trouve des façons plus intelligentes. Puis au fur et à mesure, tu découvres, t'assumes et tu reconnais. J'ai longtemps été dans le déni de mes forces. Hein. J'ai quand même quelqu'un qui est gros dans l'autodérision, mais du moment que tu acceptes c'est quoi tes forces, bon, mais comment est-ce que je peux en faire quelque chose de productif, de créatif avec ça, puis de contribuer à la société de façon intelligente. Fait que j'estime, admettons, que mon bilan personnel actuellement, c'est j'ai bien viré pour quelqu'un qui était un underdog quand même assez de bonheur. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'a été la chose qui a fait que tu n'as pas basculé du côté obscur de la force? Sans aller dans les détails, je te dirais que j'ai mis un pied du côté obscur, puis je me suis brûlé juste assez. Ouais. Juste assez fort, juste au bon timing, avec les bonnes personnes. Platement parlant, là, genre, j'ai eu assez peur pour comprendre que c'était make or break. Ouais. Une autre question, puis est-ce que tu penses, parce que toi et moi, on est un petit peu similaires. Toi et moi, on est très similaires sur beaucoup de points. C'est pour ça qu'on a cliqué, nous autres, quand on s'est rencontrés, mais on est des gars qui sont assez quand même fidèles. On est mariés tous les deux depuis longtemps, avec les mêmes partenaires. Puis,
est-ce que tu penses que le fait, genre, quand tu as rencontré Marie, est-ce que ça a été un grounding Oui, comme... absolument, absolument. Puis ça, elle le sait, là. Tu sais, Marie-Ève, là, vous allez me juger, mais gars, so be it, là. Je ne suis pas l'homme que j'étais à ce moment. Quand j'ai rencontré Marie-Ève, j'ai mis ça clair, je suis comme, je ne crois pas à l'amour, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas de mariage. Tu sais ce qu'il y en a. Yeah. Puis, puis oui, Marie-Ève a été... J'ai eu des fréquentations dans le passé, quoi que ce soit, mais Marie-Ève a été la personne qui m'a fait rendre compte que tout ne dépend pas de moi. J'étais une personne excessivement égoïste dans le passé, euh, que ça valait la peine de serrer les fesses puis marcher un petit peu plus droit Ouais. pour une personne qui en vaut la peine. Fait que oui, absolument. Là, puis il y a deux personnes qui font que je suis de même aujourd'hui, Marie-Ève, puis une personne que malheureusement je ne vois plus aujourd'hui, mais qui a été mon meilleur ami pendant quasiment 15 ans, Jonathan. C'est deux personnes très stratégiques dans le développement de la personne que je suis pour me remettre ça à la bonne ligne, parce que oui, j'aurais pu très facilement glisser de l'autre bord. Puis je te mentirais pas, c'est des... Puis là, je suis à l'aise d'en parler parce que je le sais que c'est un discours qui doit être mis sur la place publique, puis je sais que je suis pas le seul là-dedans, mais c'est des démons qui partent jamais. Mm-hmm. Puis c'est le bout, puis ça, j'en ai fait mention un petit peu dans l'épisode justement de santé mentale, c'est le bout qui est sûrement le plus difficile avec lequel on doit composer à titre d'entrepreneur, c'est que ces démons-là, ils restent dans toi. Quand tu es en démarrage d'entreprise ou en période difficile, ton focus est tellement sur ces struggles-là, sur ces obstacles-là, que tes démons, tu les entends pas, tu les vois pas. Ton focus est vraiment à « je dois améliorer ma situation ». Le problème avec ça, c'est lorsque ça va bien, lorsque les choses deviennent faciles. Tu as plus de temps pour profiter de la vie. Tu as plus de temps pour, je veux dire, t'écouter par en dedans parce que tu es moins en position de stress, puis c'est là que ces démons viennent là. Puis c'est là souvent que les meilleurs entrepreneurs vont se saboter, qui vont tomber dans l'alcool, l'infidélité, dans les achats impulsifs, peu importe. Fait que se garder sur une laisse qui est tight, c'est difficile, ça demande beaucoup d'autodiscipline, ça demande on en revient régulièrement à ça, mais un bon système de support autour de soi pour être capable de dire, OK, même si ça va bien, là, présentement, moi, mentalement, genre, je suis pas dans une bonne position. Ouais. Puis cette dualité-là s'il n'y a rien à faire, il faut que tu l'acceptes, que tu vas continuellement te battre dans la dualité de si ça va bien, ça va mal. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Puis, mais tu sais, le système de support, je pense que c'est une bonne. Puis je te posais la question pour Marie-Ève parce que moi, j'ai eu la même chose, moi, avec Karine. Karine a été la personne qui m'a comme vraiment groundé parce que, et puis amené, je te dirais, une stabilité, une certaine, ou a réussi à contenir ce côté addictif-là. Et puis, c'est devenu mon support system comme permanent, tu sais, d'une certaine façon. Et puis, je pense que c'est important que si vous êtes dans une situation où vous êtes pas vous vous sentez comme perdu, peu importe, allez chercher un support system, allez chercher des like-minded people. Moi, c'est la chose qui m'a comme, tu sais, quand j'ai transitionné du bodybuilding à l'entrepreneuriat, c'était de trouver des personnes qui me comprenaient. Tu sais, j'avais toujours, puis en grandissant, tu sais, comme moi, je grandis dans des conditions particulières. J'ai peut-être pas eu des conditions où j'ai pas eu de violence ou de problèmes d'alcool, des conditions, il y a eu d'autres choses, mais je grandis sur une île de 9000 carrés, là, où j'ai grandi 18 ans de ma vie avec un certain rôle dans un cercle social, tu sais. Mm-hmm. Puis, je fitais jamais là-dedans. Puis, j'étais toujours comme, tu sais, je suis fucké, Chris, je me sentais juste pas normal, entre parenthèses, tu sais. Je me sentais puis même à l'heure d'aujourd'hui, je pense différemment. Tu sais, je vois des choses comme complètement d'un autre angle que 90% des gens vont le voir. Tu sais, puis je suis comme, fuck, man. Puis je vais toujours ce questionnement-là. Je suis fucké. Je suis comme, Mais voyons on donc. l'est. C'est-tu right? Non, mais c'est-tu right ou c'est-tu wrong? Tu sais, il y a toujours la dualité de comme ange-démon. C'est comme, c'est-tu normal, pas normal? Mais non, c'est là que moi, je débarque. Parce que justement, on invente une dualité. Il n'y a personne de blanc pur. Il n'y a personne de noir pur. On n'est que des teintes de gris. Il faut arrêter de toujours se demander si tu bien, si tu comme toi, c'est quoi ta vérité? Tant que tu owns le fait que ce que tu fais,
Does it feel right? Est-ce que c'est logique avec ce que tu vises à accomplir? Ben, le reste, on s'en fout. C'est quoi ta vérité à toi? C'est pour ça que, tu sais, c'est pas rare que les gens me trouvent bête ou qu'ils comprennent pas comment je fais pour me crisser de tout. C'est parce que je sais où ce que je m'en vais, puis j'accepte que même si ce que je vais dire va te déranger, puis peut-être que tu vas m'haïr, c'est correct. Parce que tu le prends et t'évalues selon les informations que tu as, selon tes objectifs, tes valeurs, ta destination, qui ne sont pas les miens. Fait que, moins que tu mets les choses en polarité, de c'est-tu ça ou ça, plus c'est facile à composer avec. Les choses ne font qu'être. Je vais le dire comme ça, là, c'est hyper philosophique. Là. Things are, that's it. Faut juste que tu gères avec. Mais c'est pas philosophique nécessairement. C'est comme quand tu regardes c'est comme un processus d'addiction, puis c'est comme. Tu sais, souvent, on n'est pas. Il y a beaucoup de nous autres même, quand je parle, on parle d'addiction, mais il y a des addictions à l'alcool, à la drogue, etc. Puis si il y en a entre vous autres qui ont soit passé à travers, soit qui ont eu des membres de leur famille qui ont passé à travers ces problèmes-là, vous comprenez, vous comprenez la réalité ou ce que ça prend. Ça prend un système, ça prend un support, ça prend des étapes, c'est quelque chose avec lequel tu deals toute ta vie, ça te prend un support system, ça te prend d'aller au meeting, mais quand t'as jamais été exposé à ça, mais tu te sens comme dans une personnalité de type addictive, très entrepreneuriale, c'est là que comme tu vas te poser ces questions-là, tu sais. Puis c'est quelque chose, puis tu l'as dit tout à l'heure, comme it never ends, là, ça n'arrête jamais. Tu sais, c'est une condition, un pattern qui va rester pour le restant de sa vie. Donc le plus qu'on apprend à comprendre la façon dont on processe puis qu'on est à l'aise avec ça, le mieux on va se porter. Mais c'est un struggle, man. On parle de self-awareness straight, là, mais c'est ça que c'est. C'est un never-ending process. On ne sait pas à quoi ça ressemble à la fin, parce qu'il n'y a pas de fin, mais on essaie de se figure out. Puis je trouve que puis quand je parle, on parle d'addiction, mais regardez j'ai déjà parlé dans le podcast, mais des séries comme Chef's Table sur Netflix. Vous allez voir la corrélation entre les chefs et l'entrepreneuriat et les patterns qu'ils ont. C'est toujours des mêmes patterns. Difficulté early on in life, il y avait quelques challenges, ils ont été ils ont eu des gros challenges, puis ils ont channelé, si tu veux, une certaine addiction dans d'autres choses, puis finalement, ils ont trouvé le cooking, ils ont appris à travers un mentor ou une personne, puis éventuellement, ils ont catalysé cette addiction-là vers comme la cuisine, puis ils continuent d'utiliser ce côté addictif-là dans tout ce qu'ils font. Tu sais, leur personnalité, la personnalité. Un véhicule pour l'addiction qu'ils ont. Là. Man, c'est comme tu regardes ces gars-là, là, c'est des patterns qui sont comme. Que la personne soit brésilienne, soit européenne, soit française, australienne ou peu importe, les patterns sont les mêmes. C'est fou, là. Oui, puis tu sais, tu as mis le doigt dessus tantôt de comme le système de support est là pour t'aider un petit peu à t'orienter, mais il y a une grosse distinction. Puis ça, tu sais, je l'avais jamais réfléchi, mais tu me fais un petit peu réaliser ça, tu sais. Quand tu bâtis ton système de support, faites attention aux personnes que vous prenez, parce que le système de support n'est pas là pour vous dire ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que là, ce que vous faites, là, c'est que vous donnez juste le pouvoir de direction à une personne externe qui va parler selon son interprétation, ses valeurs et sa perception du monde. C'est pas ça l'objectif d'un système de support. Un système de support est là pour ne pas juger de vos actions, est là pour son rôle seul, là, c'est vous aider à développer votre propre réalité, puis que vous-même soyez capable de développer votre propre réflexe, d'évaluer selon ce que je crois, est-ce que ça c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Théoriquement, les gens que vous allez prendre dans votre système de support, c'est des gens qui vous inspirent. Donc, vous voulez vous rapprocher de la façon qu'eux réfléchissent. Donc, tu veux apprendre de ces personnes-là, tu ne veux pas te faire commander ou te faire diriger sur les actions que tu dois prendre. Parce que tu te dois d'être toujours 100% propriétaire de ta façon de réfléchir et de tes actions. Je suis hyper fort sur la responsabilisation individuelle. À cause de ça. Parce que non, on part pas tous avec le même set de cartes, mais on est tous capables de bluffer, on est tous capables d'avancer pareil si tu joues bien. Mais à partir de là, on joue pas tous de la même façon. Fait que votre système de support, si vous l'utilisez juste comme une espèce de
de vase clos pour une espèce d'entonnoir pour vous rediriger toujours dans la place la plus centrée puis la plus balancée, c'est une mauvaise utilisation s'ils ne sont pas là pour vous challenger puis vous aider à faire des propres constats. C'est ce qui va vous tenir loin des addictions, parce que sinon, vous allez toujours dépendre de ce système de support-là. Le but, c'est d'éventuellement, et là, c'est hyper quétaine, là, mais comme de briser les chaînes de l'addiction, là. Mais ça se fait juste par le développement personnel, par accepter de lever les tapis, puis de regarder ce qui traîne en dedans depuis très longtemps, confronter vos insécurités, accepter puis owner vos insécurités, puis voir pourquoi la moitié de ce que vous faites, c'est soit pour nourrir des excuses, des biais émotifs, puis vous protéger de regarder de trouver ce qui pue, là. Fait que, non, c'est vraiment super deep, mais c'est quelque chose je veux dire, ça sert à rien de se battre contre notre profil addictif. C'est ce qui fait qu'on performe bien en entrepreneuriat. Il faut juste le owner à partir de là, puis essayer de voir quel est l'environnement, quels sont les meilleurs véhicules pour le faire vivre, vu que tu ne peux pas le tuer, mais de façon positive pour que ça contribue. Ouais, puis comprendre ses patterns personnels, puis les owner, tu sais. On a tous des patterns personnels, puis je pense que c'est pour ça que l'épisode de la comparaison a été aussi populaire, c'est que souvent on va trop se comparer aux autres. Tu sais, ton contexte est ton contexte, mon contexte est mon contexte. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est une question très personnelle, puis la façon dont on y a réagi, puis ça a forgé aussi qui on est d'une certaine façon. Donc, le plus rapidement on va owner ce côté-là, le plus rapidement on va pouvoir dealer avec et avancer de façon productive. Mm-hmm. Good shit, man. J'aime ça. C'est une belle discussion aujourd'hui. On est parti d'un statement random, d'une conversation random, puis ça a fait un bel épisode, je pense. C'est rare que je me permets, que j'ai la chance d'être deep de même, puis pour vrai, genre, Chris, que j'aime ça, là. Fait que non, du philosophique, amenez-en, je suis toujours là. Le devoir de la semaine, peut-être, ce serait d'évaluer, peut-être, je dirais, évaluer vos patterns et puis comprendre quel a été vos... La réalité, là, c'est que si on donne ça comme devoir, les gens ne seront pas capables. Parce que nos patterns, à l'âge qu'ils sont rendus, s'ils n'ont pas déjà vu, là, c'est parce qu'ils vivent dans le déni. Revirez ça de bord, là, la personne qui vous connaît le mieux, là, mettez-la on the spot. C'est quoi le pattern le plus toxique que j'ai? De quelle façon, depuis toutes les années que tu me vois, je continue de m'auto-saboter? Puis ça deviendra votre anchor sur quelque chose à confronter. Mais ça prend quelqu'un en qui vous avez confiance, puis une personne que vous savez qui va être à l'aise de vous donner leur juste. Je vous souhaite d'avoir le luxe d'avoir une personne comme ça dans votre vie. C'est vrai que c'est très... du tough love, c'est du love, nonetheless. C'est vrai. Donc, demander cette chose-là, poser cette question-là à une personne que vous connaissez qui a votre respect, qui vous respecte et qui saura vous donner leur juste. Et puis, on aimerait vous entendre, podcast@instigateur.com. Et puis, on aimerait partager avec nous toutes ces choses-là. On aimerait vous entendre. Thanks, Matt, man. J'ai ton ouverture aujourd'hui. Je trouve que on a peut-être... on commence à gratter certaines choses. On a peelé l'oignon. Tranquillement. Je sais que t'en as appris. Puis... non, mais tu sais, c'est encore une never-ending story. C'est le never-ending oignon. C'est quand tu peels un oignon puis tu penses que tu es rendu à la dernière couche, tu te rends compte qu'il y a 57 millions de couches qui restent. Puis honnêtement, le plus on peel, le plus on se découvre. Puis that's what it is. Donc, continuez de peeler l'oignon. Enjoy the process. Bonne semaine, mon chum. Bonne semaine, tout le monde. Et on se parle la semaine prochaine. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.